Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Congo dans l'attente des résultats des élections locales et législatives. Les citoyens étaient appelés aux urnes le 10 juillet pour élire leurs députés et conseillers locaux. Un scrutin marqué par une participation timide des électeurs. Le potentiel de la ZLECAf mis en avant lors de la mission économique et commerciale en Afrique centrale de l'OIF. Pour sa première étape, la mission s'est rendue au Gabon du 6 au 8 juillet avant de mettre le cap sur le Rwanda. Et puis retour sur le tournoi du Quai 54 organisé en France, un tournoi pour lequel environ 8000 personnes ont fait le déplacement. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction la Tunisie, où le taux de pauvreté pourrait augmenter de 2,2% d'ici à la fin de cette année. Une prévision donnée par la Banque mondiale qui pourrait se concrétiser si la hausse des prix se poursuit. Rappelons qu'au mois de juin dernier, le taux d'inflation avait atteint un peu plus de 8% contre 7,8% enregistré en mai. Empêtré dans des difficultés économiques, le pays va bénéficier d'un nouvel appui du Fonds monétaire international. Le 22 juin dernier, l'institution s'était dit prête, je cite, à entamer au cours des prochaines semaines des négociations portant sur la mise en place d'un programme. Une véritable bouffée d'oxygène pour le pays, dont la dette publique avait atteint en 2021 100% du PIB. Au Congo, les électeurs étaient appelés aux urnes le dimanche 10 juillet dans le cadre des élections locales et législatives. Un scrutin qui n'a cependant pas suscité de réel engouement auprès de la population. Si d'après le président Denis Sassou Nguesso, le processus électoral s'est déroulé sans incident majeur, des tentatives de fraude auraient été constatées, notamment dans la localité de Moyondi, selon une candidate de l'opposition. Plus de précisions dans ce sujet de Deva Panzou. C'est dans le bureau de vote installé au sein de la mairie du 5e arrondissement de Brazzaville, à Ouenzé, que Angela est venue voter pour la première fois de sa vie, ce dimanche 10 juillet 2022, afin d'élire le député et le conseiller local de son choix. Bon, c'est pour la première fois que je peux venir voter, ça s'est bien passé, c'est tout. J'ai vraiment envie de voter le candidat de mon choix, en fait. Quelques minutes après le vote de Angela, c'est dans le même bureau de vote que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, et son épouse ont accompli leur devoir citoyen. Le président de la République a salué le climat d'apaisement qui a prévalu durant la campagne électorale et a appelé les citoyens congolais à s'investir davantage dans le débat démocratique et la vie politique du pays. Un parti politique qui s'exclut du débat démocratique, que lui reste-t-il à faire? Et c'est la seule question que je pose. Mais pour le reste, je pense que le processus est en marche. Cette campagne électorale s'est déroulée dans la paix. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Plusieurs incidents similaires à des tentatives de fraude ont été dénoncés à Mouyonzi par la candidate de l'opposition Claudine Monari. Aussi à Kinkala par les délégués de l'opposition. Notons que 3000 observateurs ont été accrédités, dont 25 dépêchés par l'Union africaine et 25 par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'Afrique du Sud endeuillée après les deux fusillades meurtrières survenues à Soweto et Pietermaritzburg. Le drame s'est produit dans la nuit du 9 au 10 juillet dans ces deux villes situées l'une de l'autre à un peu plus de 500 km de distance. Des assaillants ont ouvert le feu sur des clients qui se trouvaient dans des bars. Le bilan est lourd, au moins 19 personnes sont décédées. Les détails avec Samantha Sabirou-Saboubanga. Dans la nuit de samedi à dimanche 10 juillet 2022, l'Afrique du Sud a été témoin d'une fusillade de masse dans une taverne du canton de Soweto à Johannesburg. Selon la police, 15 personnes ont été tuées. 9 autres personnes blessées se trouvant dans un état critique ont été prises en charge. Une autre fusillade a également eu lieu dans une taverne de Pietermaritzburg, près de Durban, dans l'est du pays. 4 personnes ont été tuées et 8 autres blessées. La discrimination positive qui a permis de sortir de la pauvreté des personnalités telles que l'actuel président de la République, Cyril Ramaphosa, n'a pas été suffisamment diffuse, n'a pas été portée à bon niveau pour que
les Sud-Africains puissent espérer. Et je pense que la solution n'est pas dans une enquête policière ou dans des sanctions juridiques. À Soweto, le plus grand township historique de Johannesburg, au sud-ouest de la capitale économique sud-africaine, la police a été appelée dans la nuit vers minuit 30. Selon la police, 2 hommes, parmi un groupe armé à bord d'un minibus armé de fusils et de pistolets, sont entrés dans une taverne de Soweto et ont ouvert le feu au hasard sur les clients, tuant ainsi des personnes présentes sur les lieux. Et alors que cette jeunesse qui ne peut pas rêver apprend que son élite politique est corrompue, alors ça risque de faire que l'Afrique du Sud devienne permanemment une marmite qui risque à tout moment l'explosion. Il faut que les Sud-Africains puissent donner la perspective d'études aux nationaux comme ils le font pour les étrangers. Sinon, le phénomène va perdurer et les acquis pourront s'effriter. Notons que ces incidents violents interviennent après que les corps d'au moins 21 jeunes ont été retrouvés sans vie très tôt, le 26 juin 2022, dans une boîte de nuit, dans un township de la ville portuaire East London, dans le sud du pays. Les 3 premiers mois de l'année 2022 ont été particulièrement violents en Afrique du Sud. Le taux d'homicide a augmenté de 22% par rapport à 2021. L'actualité, c'est aussi l'Ouganda qui entend stimuler le trafic aérien et le tourisme. Pour ce faire, les autorités vont supprimer les taxes aéroportuaires pour les compagnies qui desservent l'aéroport international d'Entebbe, l'ancienne capitale du pays. L'annonce a été faite par Matia Kasaija, le ministre des Finances, lors de la présentation du budget 2021-2022. Objectif, selon lui, réduire le coût du transit. Avec cette nouvelle mesure, les voyageurs seront probablement plus enclins à transiter par l'aéroport d'Entebbe plutôt que par un autre aéroport de la région. Le Gabon accueillait jusqu'au 8 juillet dernier la mission économique et commerciale en Afrique centrale de l'Organisation internationale de la francophonie. Une mission durant laquelle les opportunités d'affaires offertes par la zone de libre-échange continentale africaine ont été mises en exergue. Pour promouvoir ce marché unique, la CEEAC estime que les capacités de production des États membres doivent être renforcées. Mildred Diamou. Opérationnelle depuis janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine continue de présenter une grande opportunité de développement économique pour les pays africains. Pour les experts présents à la mission économique et commerciale de la francophonie en Afrique centrale, organisée du 6 au 13 juillet au Gabon et au Rwanda, la mise en œuvre de l'accord d'intégration régionale du continent passera par l'accélération du commerce intra-africain. Dans le contexte de mise en œuvre de l'accord d'intégration régional du continent. La priorité, c'est de promouvoir le commerce intra-africain. Mais pour promouvoir le commerce intra-africain, il faut d'abord développer les capacités productives. Il faut donner l'opportunité aux États membres dans cet accord à pouvoir accélérer le développement des capacités productives pour participer de façon bénéfique et au processus d'intégration commerciale du continent. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, est reconnue comme un pilier de la construction de la ZLECAf. Les pays du bloc sous-régional peaufinent des stratégies pour conquérir ce vaste marché d'environ 1,2 milliard de consommateurs. Dans le cadre de la ZLECAf, des projets sont en cours au sein de la communauté visant à accompagner les petites et moyennes entreprises de l'organe sous-régional et développer un véritable dialogue public-privé. Un certain nombre de programmes que nous sommes en train de monter sur le plan régional, comme la mise en place de nos plateformes du Haut Conseil d'affaires, afin de pouvoir développé le dialogue public-privé sur les questions d'intégration économique. Et en même temps, nous sommes en train de faire un diagnostic de l'environnement des affaires dans les pays de la CEEAC pour voir quels sont les domaines prioritaires où il faut mettre en place des réformes afin d'améliorer l'environnement des affaires, afin d'attirer les investissements et promouvoir les exportations. La CEEAC travaille actuellement avec l'Union européenne pour promouvoir l'économie numérique afin de développer des plans d'accélération du commerce électronique dans les 11 États membres de l'organe sous-régional.
Avec un accord sur le commerce électronique en négociation au niveau de la ZLECAf, ce marché unique pourrait sortir des milliers d'habitants de la CEEAC de la pauvreté d'ici 2025. Dans le reste de l'actualité, l'exportation de bois interdite en Gambie. Une interdiction actée le 1er juillet dernier par le gouvernement. Le but, opérer un meilleur contrôle sur les ventes et exportations illégales de bois de rose, selon la ministre de l'Environnement, Roy John Manjang, car cette espèce très convoitée par la Chine est aussi source de tensions. En janvier dernier, plusieurs soldats sénégalais sont décédés dans l'ouest de la Gambie, près de la frontière avec la Casamance, région du sud du Sénégal. Alors qu'ils menaient une opération contre le trafic de bois, les militaires auraient été attaqués par des éléments du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC, qui, je cite, a pu exercer un monopole sur le commerce de bois en Basse-Casamance en utilisant les profits issus de ce commerce pour financer sa lutte armée, d'après un rapport établi par l'ONG Trial International. Un mot de sport à présent avec l'édition 2022 du Quai 54. Ce grand tournoi de streetball s'est tenu ces 9 et 10 juillet en France au stade Émile-Antoine de Paris. Environ 8000 spectateurs ont répondu présents à cet événement. Retour sur les temps forts de ce tournoi avec José Douglas. Le Quai 54, l'un des plus gros tournois de streetball du monde, a réuni près de 8000 spectateurs au pied de la Tour Eiffel à Paris, du samedi 9 au dimanche 10 juin. C'est en plein centre de la capitale parisienne que les passionnés de la balle orange s'étaient donné rendez-vous pour cet événement sportif devenu une institution en Europe et dans le monde, organisé par le Malien Amadoune Sidibé. Un très gros succès, je suis vraiment satisfait en fait de voir toute l'énergie qu'il y a autour du basket féminin actuellement. Pour le reste, après, ça reste comme d'habitude un tournoi international, la même recette, beaucoup de musique, beaucoup de gros athlètes. Parmi les invités de marque, à noter la présence de Rudy Gobert, de Zion Williamson, joueur des Pelicans de New Orleans, le Slovène de Dallas, Lukas Doncic, acclamé comme un dieu sur le terrain devant un public nombreux et des invités venus de toutes parts. Personnellement, moi je suis fan, je le suis depuis tout petit. C'est la 19e édition, j'en ai fait pas mal et c'est grandiose, on montre l'expertise du basket. Plusieurs rencontres hommes et femmes, public conquis, forte chaleur, il fallait résister dans les matchs qui deviennent d'année en année plus durs et surtout si vous êtes mal préparé. Plus les années passent, plus le quai c'est lourd et puis on doit avoir plus de force, plus d'énergie pour rester compétitif avec les petits jeunes qui arrivent. La finale femme a été remportée par I Can Play face à Diarra et chez les hommes, la fusion bat le cartel. Rendez-vous l'année prochaine pour cet événement qui attire depuis plusieurs années la foule et réclame de gros moyens. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.